Bonjour William Tchoki. Bonjour Assion Gaba. Aujourd'hui, vous recevez pour nous Sylvain Bokor, professeur agrégé d'économie, et il nous parlera de la mobilisation des ressources au niveau des collectivités locales. Absolument. Bonjour professeur Sylvain Bokor. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé en sciences d'économie, spécialiste des questions de développement local. Effectivement. Alors aujourd'hui, ça fait déjà la deuxième mandature de la décentralisation dans notre pays. Si on vous disait de faire une lecture de la gestion au niveau des communes de notre pays, que diriez-vous? Eh bien, merci beaucoup pour m'avoir reçu. Il faut d'abord qu'on comprenne pourquoi nous parlons de mobilisation des ressources. Ça rentre dans le cadre de la décentralisation financière dont l'objectif est de doter les collectivités locales des pouvoirs de mobilisation de ressources pour pouvoir financer leurs propres projets. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde en général la situation au Bénin, on voit en fait qu'il y a une certaine faiblesse au niveau des collectivités dans la mobilisation des ressources propres. Et je vous donne quelques exemples, quelques indicateurs. Oui, allez-y. Par exemple, dans la période qui court entre 2003 et 2011, nous voyons que le pourcentage, c'est-à-dire les recettes fiscales par habitant des collectivités au Bénin s'élève à environ 900 francs par habitant. 900 francs par habitant. 900 francs par habitant. Or, lorsque nous parlons des dépenses de fonctionnement par habitant, ceci s'élève à 1515 francs. 1515 francs. 15 francs par habitant. Par habitant. Alors, ça pose un problème, c'est-à-dire que les collectivités en moyenne n'arrivent pas à mobiliser leurs propres ressources pour subvenir à leurs besoins déjà de fonctionnement, à ne pas parler des besoins d'investissement, parce que lorsqu'on regarde l'investissement par habitant, c'est déjà à 1184 francs par habitant. Donc vous voyez que les 900 francs de ressources fiscales, de recettes fiscales, ne suffisent pas du tout. Alors, c'est ainsi donc que lorsqu'on regarde par exemple les différents ratios qui servent d'indicateurs d'autonomie financière, vous voyez par exemple que nos communes sont à peu près 0,50, c'est-à-dire lorsque je regarde le ratio des ressources propres sur les ressources totales de la commune, en moyenne, c'est à 0,50. 0,50, c'est très faible. Normalement, ça c'est un ratio qui doit tendre vers 1. Alors, professeur Bokor, qu'est-ce qui explique cette faiblesse de la mobilisation des ressources au niveau de ces communes? Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Et puis, cela dépend évidemment de chaque commune, mais il y a des tendances quand même. On peut, par exemple, énumérer déjà la faiblesse de la capacité des ressources humaines même, qui sont mises à la disposition des communes, qui sont chargées de la mobilisation de ces ressources. Il y a souvent un manque de planification déjà au niveau des communes, c'est-à-dire la non-maîtrise de l'assiette imposable au niveau de la commune. Il y a la faiblesse même de l'assiette imposable. Donc, si les gens sont pauvres, il y a une limite à ce que vous pouvez leur retirer, leur soutirer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une question de confiance aussi. C'est-à-dire question de gouvernance. C'est-à-dire que les populations, puisque la question se pose, est-ce que les populations veulent vraiment s'acquitter de leurs devoirs de paiement d'impôts? Alors, bien sûr, quand vous faites une enquête, le problème c'est que si la population ne voit pas ce à quoi servent les recettes, leurs impôts qu'on leur soutient, on ne voit rien. Il n'y a pas de communication de la part de la commune. Et la population va hésiter. Vous ne pouvez pas réussir beaucoup de choses par les manières coercitives seulement.
Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que les communes, les mairies revoient leur manière de gouvernance, revoient la redevabilité envers les populations. Oui. Il faut que la population puisse voir les réalisations que vous leur avez promises en leur soutirant les sous, disons, très facilement. Il faut que la population soit impliquée même dans la mobilisation des ressources. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un partenariat en réalité entre la mairie et la population, le secteur privé, les organisations de la société civile. Alors, comment impliquer les populations dans la mobilisation des ressources? Il faut absolument de la communication. D'abord, déjà la gouvernance, la bonne gouvernance. C'est-à-dire, on sait que quand on vient à la mairie, on sait que c'est des gens qui sont là pour, en fait, pour s'occuper du développement de la commune. Souvent, on ne voit pas ça. En tout cas, ce n'est pas visible souvent. C'est-à-dire, souvent, ce que on voit, c'est que la politique prend le dessus. Et les différences politiques au sein des conseils communaux semblent prendre le dessus. Alors, ça a réduit donc l'efficacité de la gouvernance, en réalité, sur le plan local du développement. Donc, ça freine le développement local. Donc, impliquer les populations veut dire que vous communiquez, vous réalisez et vous les amenez vers vous pour rendre compte. Ainsi, au prochain exercice, les gens vont voir, mais oui, nous avons vu ce qui a été fait avec ce que nous avions payé l'année dernière. Alors, on sait qu'on a des centres de santé, on sait qu'on a des écoles qui ont été construites, on sait qu'il y a des pavages, on sait qu'il y a l'eau, etc. Donc, ça, c'est les services. Parce qu'après tout, pourquoi il y a la décentralisation? Il y a la décentralisation parce que ça réduit la distance entre les décideurs et les populations pour mieux subvenir aux besoins des populations. Mais que dites-vous alors par rapport aux différents jumelages qui se font entre les communes et certaines communes de l'extérieur de notre pays, les pays européens par exemple? Oui, c'est souhaitable. C'est des jumelages qui sont absolument souhaitables. Ça porte fruit si en réalité ce qui se passe au niveau de nos communes ici est déjà, s'il y a de l'amélioration. Par exemple, si une commune, je n'accuse personne, mais si une commune extérieure met des ressources à la disposition d'une commune béninoise pour réaliser tel et tel projet et que une délégation de la commune extérieure arrive ici au Bénin, ne voit pas que la réalisation a été faite, ne voit pas ce qui a été fait des ressources, alors vous voyez qu'un tel jumelage ne va pas durer longtemps. Donc c'est bien souhaitable, mais on espère que ce genre de jumelage en fait, servent de motivation à nos communes à mieux exercer, à améliorer leur performance. Alors, professeur, nous allons revenir par rapport à la mobilisation. Nous allons prendre 3 communes au hasard. Nous allons dans le nord, par exemple, on prend Copago, et au centre, on prend Boïcon, au sud, on va prendre Cotonou. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que cela devrait se faire. OK. Donc, si on prend une commune comme Copargo, je me suis exercé à voir un peu. Copago, par exemple, a, disons, un revenu par habitant qui tourne autour d'1 million. Et on voit que Copago a un problème de viabilité parce que lorsqu'on prend le ratio des ressources propres de Copago sur les ressources totales, ça fait ça fait au-delà de l'unité que nous cherchons. Et normalement, ça devait être moins d'1. C'est-à-dire, les dépenses de fonctionnement de Copago, les besoins, sont en réalité beaucoup plus que ce que la commune est en réalité en mesure de mobiliser. Mais ceci, c'est criant au niveau de Copargo parce que nous sommes presque au double. Au niveau de Cotonou, c'est à peu près 0,72%. Donc, ce n'est pas mal, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce n'est pas mauvais.
Et Boycon aussi, Boycon, ce qui inquiète au niveau de Boycon, c'est que en fait, la situation s'est dégradée. Et comment? C'est dégradé quand je prends l'autonomie financière de Boycon, sur le plan fiscal. En 2003, Boycon était en mesure de réaliser 84% de ses ressources, de pouvoir mobiliser 84% de ses ressources fiscales. En 2011, c'est chuté à 41%. Mais, pourquoi cela? Ça c'est la prochaine. C'est-à-dire, c'est dû, je ne veux pas accuser quelqu'un, mais c'est dû en général au genre de problème que nous avions touché tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que la population de Boycon est impliquée? Est-ce que les réalisations promises par la commune ont été faites? Est-ce que on a une confiance, est-ce qu'il y a une confiance au niveau de la population dans la gouvernance de Boycon? Donc, tout ça, c'est à étudier. Je ne suis pas ici pour accuser, mais plutôt, voilà les chiffres. Mais là, ça diminue considérablement. Ça diminue considérablement. Vous voyez. Et au niveau de Copargo, par exemple, ça, c'est une commune, par exemple, qui inquiète. Parce que là, l'autonomie financière est à 5%. Oui, mais c'est vrai que vous êtes professeur agrégé d'économie. Comment avez-vous pu avoir ces informations, ces chiffres? Ah ben ça vient de l'INSAE. C'est les chiffres de l'INSAE. De l'INSAE. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de mystère autour. Alors aujourd'hui, on parle de transfert de compétences. Est-ce que nécessairement les communes doivent attendre nécessairement qu'il y ait transfert de compétences avant qu'elles ne puissent se prendre en main? Bon, il y a déjà un certain nombre de compétences qui ont été déjà transférées au niveau des communes. Ce qui manque, c'est le transfert réel des ressources. Ça, c'est un problème qu'il faut que je pense que les autorités auxquelles les autorités vont s'adresser. C'est-à-dire que dans les normes, n'est-ce pas, de la décentralisation financière, les ressources financières doivent être transférées en adéquation avec les compétences. OK. Mais aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre de taxes et impôts qui ont été transférés, mais les ressources, par exemple, les ressources de l'éducation, les ressources de la santé, etc., les ressources sectorielles sont toujours maintenues au niveau central. Okay. Donc, je pense qu'il y aura un progrès à ce niveau, une évolution à ce niveau, pour pouvoir renforcer la capacité des communes à pouvoir mieux gérer les compétences qui sont déjà transférées. Mais s'il y a une certaine réticence au niveau central, est-ce que cela n'est pas dû à la gestion qui est déjà faite du peu qui est confié à... Absolument. Absolument. Donc, il faut, c'est comme je dis, il faut que, tout comme j'ai répondu à la question du jumelage, il faut que les collectivités puissent démontrer leur capacité de bien gérer et ça va inciter donc, ça va en fait, disons, rendre ce processus de transfert des ressources un peu plus rapide quand on saura que oui, effectivement, plus de ressources voudra dire que la gestion sera fiable, sera transparente au niveau local. Alors, comment faire pour relever alors la capacité de mobilisation des ressources au niveau de nos communes? Bon. Donc, il serait bien déjà les communes ont un problème de renforcement des capacités des ressources humaines d'abord. Ça, c'est important d'abord. Il faut comprendre ça. Parce que le niveau actuel des ressources humaines au niveau des collectivités ne leur permet pas en réalité de faire beaucoup de choses en dehors du fonctionnement journalier. Même ça, parfois, ça manque. Il faut élargir l'assiette imposable, c'est-à-dire investir à long terme dans des secteurs qui sont porteurs, n'est-ce pas, au niveau de la localité et qui vont ensuite générer donc, des ressources pour la localité. Donc voilà certaines pistes, disons.
Alors, professeur, merci. Je crois que demain, vous serez encore là. Là, on va parler beaucoup plus des secteurs porteurs, de comment renforcer ces actions au niveau de ces communes, des stratégies et aussi surtout des mécanismes de gestion au niveau des communes. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci, William Tchoki. Allez, donc c'est une série dans les collectivités locales qui démarre aujourd'hui sur la page invité.